è l'unico recuerdo de mi padre era sur Rolex. Mi familia lo vendió por una estafa de mi hermanastro. Pero una lamada de la casa de Ampeno reveló un secreto oculto que lo cambió todo, et algo dentro del reloj que de beber. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres de l'atelier, une poussière dorée dansant dans ses rayons obliques. C'était mon sanctuaire. Ici, au cœur du musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon, le temps semblait ralentir, obéissant au rythme méticuleux de mes gestes. Penché sur un cadre en bois doré du XVIIIe siècle, je sentais le parfum familier de la cire d'abeille et de la térébenthine m'envelopper. Chaque écaille de dorure que je consolidais, chaque fissure que je comblais avec une pâte faite maison, était un dialogue silencieux avec l'artisan qui, 2 siècles plus tôt, avait façonné cet objet. J'aimais ça. J'aimais donner une seconde vie aux choses que d'autres considéraient comme mortes. Mon père, Antoine, un ébéniste d'art qui était parti trop tôt, m'avait transmis cet amour des objets qui ont une âme. Regarde, Chloé, me disait-il, ce n'est pas juste du bois. C'est une histoire. Écoute-la. Mon téléphone vibra sur l'établi, une sonnerie stridente qui déchira la quiétude de la pièce. Un numéro inconnu de Lyon. D'habitude, je laissais filer, agacé par les appels commerciaux. Mais ce mardi-là, une intuition, une sorte de frisson désagréable le long de ma colonne vertébrale, me poussa à répondre. Allô ? Une voix d'homme, posée, grave, avec le léger accent rocailleux des vieilles pierres de la Croix-Rousse. Je cherche à parler à mademoiselle Chloé Lambert. La fille d'Antoine Lambert, l'ébéniste ? Mon cœur se serra. On ne m'associait que rarement à mon père depuis sa mort, 3 ans auparavant. C'est moi-même. Que puis-je pour vous ? Il y eut un silence, comme s'il choisissait ses mots avec le soin d'un artisan. Mon nom est Jean-Luc Dubois. Je tiens la boutique, au juste poids, sur le plateau. Un mont-de-piété. Un mont-de-piété ? La confusion s'empara de moi. Excusez-moi de vous déranger à votre travail, mais, quelque chose me dit que je le devais. Une jeune femme est passée hier. Elle a déposé un objet. Un objet de famille, a-t-elle dit. Une montre de gousset ancienne. Une breguet. Le monde bascula. Les murs de mon atelier semblèrent se rapprocher, l'air devint rare. La breguet. Pas une breguet. La breguet. L'héritage de mon grand-père, le chef-d'œuvre qu'il avait transmis à mon père. L'objet que mon père m'avait confié sur son lit de mort, ses doigts froids serrant les miens. C'est pour toi, ma chérie. Seulement pour toi. C'est impossible, ai-je soufflé, ma voix un filet d'air. Elle est chez moi. Dans ma chambre. J'aimerais que ce soit le cas, mademoiselle, répondit doucement monsieur Dubois. Mais la montre est bien ici, sur mon comptoir. Je ne me souviens pas avoir mis fin à la conversation. Je crois que j'ai juste laissé tomber le téléphone. Mes mains tremblaient si fort que je renversai un pot de pigment. Une tache ocre, comme du sang séché, s'étala sur le plan de travail. Mes collègues me regardèrent, interloqués, alors que je rassemblais mes affaires en un chaos de gestes désordonnés. Chloé, ça ne va pas, lança Sophie, mon amie. Il faut que je rentre, fut ma seule réponse. Le trajet en scooter jusqu'à l'appartement que je partageais encore avec ma mère et son nouveau mari, Bernard, fut un cauchemar. Les rues de Lyon, habituellement si familières, me semblaient étrangères et menaçantes. Chaque feu rouge était une torture. Mon esprit tournait en boucle. Impossible. C'est une erreur. Une coïncidence. Je garais le scooter n'importe comment, montais les 4 étages 4 à 4, le cœur battant à tout rompre. Je me précipitai dans ma chambre, ce refuge de mon enfance qui me semblait de plus en plus exigu depuis l'arrivée de Bernard et de sa fille, Delphine. Je tirai le tiroir supérieur de la vieille commode en merisier que mon père avait fabriqué pour moi. Le petit écrin de velours bleu nuit n'était plus là. Je plongeai ma main dans le tiroir, frénétique, balayant les foulards en soie et les carnets de croquis. Rien. Juste le fond en bois lisse et froid.
Le vide. Un vide qui s'engouffra dans ma poitrine, glacial et tranchant comme une lame. La montre n'était pas là. La promesse de mon père avait été brisée. Le silence dans la pièce était assourdissant, rompu seulement par le son de ma propre respiration, haletante et brisée. Quelqu'un était entré dans mon sanctuaire. Quelqu'un avait volé le cœur de mon histoire. Le monde piété, au juste poids, n'avait rien des boutiques sordides que l'on voit dans les films. C'était une échoppe respectable, nichée dans une rue pavée des pentes de la Croix-Rousse, avec une devanture en bois sombre et des lettres dorées à l'ancienne. En poussant la porte, un carillon discret tinta. L'intérieur sentait le papier ancien et le métal poli. Derrière un comptoir en chêne massif se tenait un homme d'une 60aine d'années, les cheveux poivre et sel et des yeux bleus perçants, adoucis par un réseau de fines ridules. C'était Monsieur Dubois. Il me reconnut immédiatement. Mademoiselle Lambert. Entrez, je vous en prie. Son accueil était empreint d'une gravité bienveillante. Il me fit signe de m'approcher, et sans un mot, posa un petit plateau de velours sur le comptoir. Dessus, reposait la montre. Elle était encore plus belle que dans mon souvenir. Le boîtier en or jaune brillait doucement sous la lumière tamisée. Le cadran émaillé blanc, avec ses chiffres romains délicats et ses aiguilles bleuies, était d'une élégance intemporelle. Je tendis une main tremblante pour la toucher, effleurant le métal froid. C'était elle. Le tic-tac régulier que j'avais si souvent écouté, la tête posée sur la poitrine de mon père, semblait résonner dans mes oreilles. La jeune femme qui l'a apportée. Comment sais-je, la gorge nouée. Elle s'est présentée comme Delphine. Delphine Morin. Le nom de ma belle-sœur, prononcé dans ce lieu, sonnait comme une obscénité. Elle était très sûre d'elle. Elle m'a expliqué qu'elle lançait une entreprise de mode, une marque de luxe, éthique, et qu'elle avait besoin de fonds propres pour démarrer. Elle a dit que c'était un vieil héritage de famille dont elle se séparait à contre-cœur. Je fermai les yeux. La bile me monta à la gorge. Delphine, avec ses ambitions superficielles et son mépris pour tout ce qui n'était pas griffé et hors de prix. Combien, ai-je demandé d'une voix sourde. Je l'ai estimé à 30 000 €. C'est une pièce rare, en parfait état. Après négociation, je lui ai donné 25 000 € en liquide. 25 000 €. La somme me donna le vertige. Ils avaient vendu l'âme de mon père pour financer les caprices de Delphine. Monsieur Dubois me regarda fixement. Je n'aurais jamais dû accepter. Mais elle était si convaincante, et les affaires sont les affaires. Sauf que, je connaissais votre père, Chloé. Il venait parfois ici, pas pour vendre, mais pour discuter. Il aimait les beaux objets, les mécanismes. Il m'a même aidé une fois, il y a des années. Mon propre fils voulait devenir compagnon du devoir, et votre père a passé des heures à le conseiller, à lui ouvrir les portes de son réseau, sans jamais rien demander en retour. Antoine était l'honnêteté incarnée. L'idée qu'il se sépare de cette montre, ça ne collait pas. Il reprit délicatement la montre. Alors, par acquis de conscience, je l'ai examinée de plus près, avec ma loupe d'horloger. Et j'ai trouvé quelque chose. Il tourna l'objet, ses doigts experts cherchant un point précis sur le pourtour du boîtier. Regardez. Ce n'est pas standard. C'est une modification, faite par un maître. Il y eut un déclic presque inaudible. Le fond du boîtier s'ouvrit sur une charnière invisible, révélant un compartiment secret, à peine assez grand pour contenir une pièce de monnaie. À l'intérieur, plié avec une précision infinie, reposait un minuscule morceau de papier de soie. Je ne l'ai pas lu, dit Monsieur Dubois, sa voix basse et respectueuse. Si votre père a pris la peine de cacher quelque chose avec autant de soin, ce n'était pas destiné à mes yeux. Mes doigts étaient gourds, maladroits. Je dépliai le papier avec une précaution religieuse. L'écriture de mon père, fine et penchée, emplit la minuscule feuille. Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que la montre n'est plus avec toi. Ne panique pas, va à la banque, la BNP du centre. Le coffre 713. La clé est dans mon vieux niveau à Bull Stanley, celui de l'atelier. La montre est ton passé, le coffre est ton avenir. Ne laisse jamais personne te dire ce que tu vaux. Je t'aime. Papa. Les larmes brouillèrent ma vue. Même après la mort, il veillait sur moi.
Il avait su. Il avait tout anticipé. Je relevai la tête vers Monsieur Dubois, qui me regardait avec une profonde compassion. Je dois la récupérer, dis-je. Il hocha la tête. La transaction n'est pas encore officiellement enregistrée. Techniquement, cette montre est toujours en ma possession. Mais vous devez être prudente, Chloé. Il se pencha vers moi, son regard intense. Ces gens-là, ils vous ont volé sans scrupule. Ne leur montrez pas vos cartes tout de suite. Ne leur montrez pas que vous savez. Laissez-les croire qu'ils ont gagné. Une bête qui se sent piégée peut devenir très dangereuse. Soyez intelligente. Son conseil résonna en moi, clair et puissant. Il ne s'agissait plus seulement de chagrin. Une colère froide et déterminée commençait à prendre racine. Il avait raison. Ce n'était pas le moment de pleurer. C'était le moment de se battre. Je suis rentré à l'appartement en fin de journée, le cœur battant d'une cadence nouvelle. Ce n'était plus la panique désordonnée du matin, mais le rythme froid et régulier d'un plan qui prenait forme. Le conseil de Monsieur Dubois ne montre pas tes cartes était devenu mon mantra. J'allais jouer la comédie. J'allais leur donner la performance de ma vie. Je les ai trouvés dans le salon, comme d'habitude. Ma mère, Sylvie, était installée dans le canapé en cuir blanc qu'elle avait tant désiré, feuilletant un magazine de décoration. Bernard, mon beau-père, se tenait près de la fenêtre, un verre de whisky à la main, le regard perdu sur les toits de Lyon. Il cultivait cette posture de capitaine d'industrie pensif, un rôle qu'il jouait avec une conviction qui aurait été admirable si elle n'avait pas été si fausse. Delphine n'était pas là, probablement en train de célébrer son investissement avec ses amis aussi superficiels qu'elle. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai laissé mon visage se décomposer. J'ai laissé mes épaules s'affaisser, mes yeux s'embuer de larmes que je n'avais même pas besoin de simuler complètement. Le chagrin était réel, seule sa cause était mon secret. Maman? Bernard? Ma voix était un murmure tremblant. Ils se sont tournés vers moi. J'ai vu l'éclair de confusion sur le visage de ma mère, puis l'impatience à peine masquée dans le regard de Bernard. Chloé? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as une tête d'enterrement, lança-t-il, avec sa fausse bonhomie habituelle. Je me suis laissé tomber sur un fauteuil, cachant mon visage dans mes mains. J'ai laissé échapper un sanglot. Un seul, mais parfaitement calibré. Elle a disparu, ai-je gémi. Ma mère a posé son magazine. Qu'est-ce qui a disparu, ma chérie? La montre. La montre de papa. J'ai relevé la tête, les yeux grands ouverts, remplis d'une panique que je puisais dans le souvenir de ma découverte, quelques heures plus tôt. Elle n'est plus dans ma chambre. Je ne la trouve nulle part. On me l'a volée. Le silence qui a suivi fut une œuvre d'art. J'ai observé leur visage comme un entomologiste étudiant des insectes rares. J'ai vu le masque de l'inquiétude se plaquer sur les traits de ma mère, mais ses yeux, pendant une fraction de seconde, ont trahi une lueur de « quoi » ? De culpabilité ? De peur ? Bernard, lui, était un meilleur acteur. Il a froncé les sourcils, affichant une indignation virile. Voler ? Ici ? C'est impossible. Tu es sûr que tu ne l'as pas simplement égaré ? Tu es parfois si tête en l'air, Chloé. La condescendance. L'arme favorite des manipulateurs. J'ai encaissé. Non, Bernard. Je ne suis pas tête en l'air avec la montre de papa. Jamais. Je la regarde tous les soirs avant de dormir. Elle était là hier. Aujourd'hui, elle n'y est plus. Quelqu'un l'a prise dans mon tiroir. Ma mère s'est levée et est venue s'asseoir sur le bras de mon fauteuil, me passant une main dans le dos. Son contact me brûlait la peau. Mais qui aurait pu faire une chose pareille, ma chérie? La femme de ménage? Madame Girard travaille pour nous depuis 10 ans, ai-je répondu, en la regardant droit dans les yeux. Et la porte n'a pas été forcée. C'est quelqu'un qui avait accès à l'appartement. Je laissai la phrase en suspens, lourde de sous-entendus. Leurs regards se sont croisés au-dessus de ma tête. Un échange fugace, invisible pour qui n'y prêtait pas attention. Mais moi, je guettais. C'était un regard qui disait « Tiens-toi à la version convenue ». C'est une tragédie, a déclaré Bernard d'un ton sentencieux.
Une véritable tragédie. Un objet d'une telle valeur sentimentale. Delphine va être dévastée quand elle l'apprendra. Elle sait à quel point tu y tenais. Le coup de maître. Mentionner Delphine, la présenter comme une alliée compatissante. C'était audacieux. C'était répugnant. Nous allons chercher partout, Chloé, a ajouté ma mère, sa voix se voulant rassurante. Et si nous ne la trouvons pas, nous irons porter plainte à la police demain matin. N'est-ce pas, Bernard? Absolument. Première heure, a-t-il confirmé en vidant son verre. On ne peut pas laisser un voleur s'en tirer comme ça dans notre propre maison. Il pensait me calmer. Il pensait que j'allais me noyer dans mon chagrin, crédule et impuissante. Mais chaque mot qu'il prononçait était un clou de pluie qu'ils plantaient dans leur propre cercueil. Il me donnait exactement ce que je voulais, la confirmation de leur duplicité, la preuve de leur mépris. Ils n'avaient pas seulement volé une montre. Ils essayaient de me voler ma propre réalité, de me faire douter de mon propre esprit. J'ai hoché la tête, feignant la gratitude. Merci. Merci à tous les deux. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. En prononçant ces mots, une certitude glaciale s'est installée en moi. Je savais ce que je ferais sans eux. Je serais libre. Et j'allais tout faire pour le devenir. La partie ne faisait que commencer. Le lendemain matin, sous le prétexte d'être trop bouleversée pour aller travailler, je suis restée à l'appartement. Ma mère et Bernard sont partis, me laissant avec des paroles de réconfort qui sonnaient creux. Repose-toi, ma chérie. Nous nous occupons de tout. Je savais pertinemment qu'il ne ferait rien, espérant que le temps étoufferait l'affaire. Cela me donnait le champ libre. Dès que la porte s'est refermée, j'ai cessé de jouer la victime éplorée. Une énergie nouvelle, froide et précise, guidait mes gestes. Je me suis dirigée vers le fond du couloir, vers la porte que l'on n'ouvrait presque jamais, celle de l'ancien atelier de mon père. Depuis son décès, ma mère voulait s'en débarrasser, transformer la pièce en dressing pour Delphine ou en bureau pour Bernard. J'avais tenu bon, m'accrochant à ce dernier bastion de sa présence comme à une bouée de sauvetage. L'odeur de bois, de colle et de vernis flottait encore dans l'air, plus faible qu'avant mais toujours là. La poussière recouvrait les établis et les outils suspendus au mur en un alignement parfait. Mon père était un homme d'ordre. C'est cette manie de l'organisation qui allait peut-être me sauver. Mes yeux ont balayé les rangées d'outils jusqu'à trouver ce que je cherchais, son vieux niveau à bulle Stanley. Un objet lourd, en métal, dont le corps portait les cicatrices de milliers d'heures de travail. Il me l'avait souvent mis entre les mains, m'apprenant la patience et la quête de la perfection. Le secret, Chloé, ce n'est pas d'être droit. C'est de vérifier qu'on l'est. Je l'ai décroché du mur. Il était plus lourd que dans mon souvenir. Conformément aux instructions de la lettre, j'ai examiné les extrémités. L'une d'elles, une capsule en laiton, semblait légèrement différente. J'ai essayé de la tourner. Elle a résisté, puis a cédé avec un léger grincement. À l'intérieur, dans une petite cavité usinée dans le métal, se trouvait une clé minuscule, enveloppée dans un film plastique pour la protéger de l'humidité. La clé du coffre 713. Je l'ai serrée dans ma paume, un petit morceau de métal froid qui contenait la promesse d'un avenir. 1 heure plus tard, j'étais devant la façade imposante de la BNP, en plein cœur de la presqu'île. L'atmosphère feutrée de la salle des coffres contrastait avec le tumulte de mes pensées. La directrice, une femme élégante nommée Madame Renaud, s'est souvenue de mon père. Antoine Lambert? Quel homme charmant! Un véritable artiste. Il venait souvent, toujours avec le sourire. Ces mots étaient un baume sur mon cœur à vif. La procédure fut rapide. Ma clé, celle de la banque. La lourde porte du coffre 713 pivota en silence. Madame Renaud me laissa seule dans le petit isoloir, par respect pour mon intimité. Le coffre était plus grand que ce que j'avais imaginé. Il ne contenait pas de bibelots ou de bijoux, mais des documents, soigneusement rangés. Au sommet, une enveloppe scellée avec une autre lettre de mon père. Je l'ai ouverte, le cœur battant. Ma Chloé, si tu es ici, c'est que tu as suivi mes instructions. Je suis fière de toi. Ce que tu trouveras dans ce coffre est le fruit de toute une vie de travail, mais aussi de méfiance.
J'ai toujours su que ta mère, malgré ses qualités, était fragile face aux apparences et à l'argent. Quant à son nouveau mari, je ne l'ai rencontré qu'une fois, avant ma maladie, et j'ai tout de suite senti l'homme faux et avide derrière le vernis. J'ai donc pris mes précautions. Pour toi. Tu trouveras une liasse de titres au porteur. C'est un vieil héritage de mon propre père. Il devrait valoir une petite fortune aujourd'hui. C'est ta sécurité. Ton indépendance. Mais le vrai trésor, Chloé, c'est ce carnet en cuir. C'est ma Bible professionnelle. Mes contacts, mes techniques, mais surtout, ma mémoire. J'y ai tout noté. Y compris les mauvais payeurs, les promesses non tenues. Fais en bon usage. C'est ton arme. Va, et sois forte. Papa. Les larmes coulaient sur mes joues tandis que je lisais. Je sortis les titres. Ils étaient là, une épaisse liasse de papier ancien qui représentait, selon la lettre, près de 200 000 €. Une somme qui me donnait le vertige. Puis, je pris le carnet. Un gros volume relié en cuir noir, rempli de l'écriture serrée de mon père. Je l'ai feuilleté. C'était bien plus qu'un carnet de comptes. C'était le témoignage d'une vie de labeur et d'intégrité. Et puis, je suis tombé dessus. Une section à la fin, intitulée « Les dettes de l'honneur ». Et en première page, en lettres capitales, Lambert Construction. Le nom de famille de Bernard. Non, ce ne pouvait pas être une coïncidence. Je lus les notes. Mon père y décrivait un chantier important réalisé pour cette entreprise, dirigé par un certain Marc Lambert, un cousin éloigné de Bernard. Un chantier pour lequel il n'avait jamais été payé intégralement. Une somme de 35 000 €. Les notes détaillaient les malfaçons que mon père avait dû corriger, les promesses de paiement sans cesse reportées, et le rôle de médiateur joué par Bernard, qui avait finalement conseillé à mon père de laisser tomber pour ne pas faire d'histoire. Le puzzle s'assemblait. Ce n'était pas juste un vol. C'était une trahison bien plus ancienne, bien plus profonde. Ils ne m'avaient pas seulement volé une montre. Ils avaient bafoué l'honneur de mon père. À cet instant, dans le silence glacial de la salle des coffres, ma mission a changé. Il ne s'agissait plus de récupérer mon bien. Il s'agissait de réclamer justice pour Antoine Lambert. En sortant de la banque, l'air de la ville me semblait différent. Le carnet en cuir dans mon sac pesait une tonne, non pas par son poids physique, mais par la charge de vérité qu'il contenait. Mon premier réflexe fut d'appeler le seul homme en qui mon père avait une confiance aveugle, son plus vieil ami, son frère de l'atelier, Jean-Pierre Vidal. Jean-Pierre était un menuisier à la retraite, un homme taillé dans le chêne, avec des mains larges comme des battoirs et un cœur encore plus grand. Je l'ai trouvé dans son jardin, à Caluire, en train de tailler ses rosiers avec la même précision qu'il accordait autrefois à une moulure Louis XV. Je lui ai tout raconté. L'appel de Monsieur Dubois, la comédie que j'avais jouée, le coffre, le carnet. En parlant, je vis son visage passer de l'étonnement à une colère sourde, une fureur contenue qui faisait trembler ses larges épaules. Quand j'ai mentionné le nom de Lambert Construction et le rôle de Bernard, il a laissé tomber son sécateur. Les salauds, a-t-il grondé, sa voix un roulement de tonnerre. Je le savais. Je l'ai toujours su que ce Bernard était un vautour. Il a commencé à tourner autour de ta mère alors que ton père était à peine diagnostiqué. Quant à Marc Lambert, son cousin, c'est une ordure notoire dans le métier. Un margoulin qui paie ses fournisseurs avec des promesses. Antoine était trop affaibli à la fin pour se battre. Il m'en avait parlé, il était écœuré. Il disait, l'argent, je m'en fiche, Jean-Pierre. C'est le manque de respect qui me tue. Les mots de Jean-Pierre étaient comme de l'huile sur le feu de ma détermination. Il posa une main rugueuse sur mon épaule. Tu n'es pas seule dans cette histoire, petite. Ton père était l'un des nôtres. Un compagnon, un vrai. Quand on touche à l'un d'entre nous, on touche à toute la fraternité. Son regard s'est durci. Et ce que je sais, c'est que nous ne sommes pas les seuls à avoir été plumés par ces gens-là. Laisse-moi passer quelques coups de fil. 2 jours plus tard, je me retrouvais dans l'arrière-salle d'un « bouchon » lyonnais, un de ces bistrots traditionnels où l'on sert plus de vérité que de vin. Autour d'une table en bois sombre, Jean-Pierre avait rassemblé un petit groupe. Il y avait là Monsieur Girard,
un plâtrier staffeur au visage buriné, et Alain Dubois, un peintre en bâtiment plus jeune mais déjà désabusé. Ils écoutèrent mon histoire en silence, hochant la tête à des moments clés. Quand j'eus fini, ce fut Monsieur Girard qui prit la parole le premier. Lambert Construction. Ils me doivent encore 12 000 € pour un chantier à Écully. Ça fait 2 ans. J'ai envoyé des recommandés, j'ai menacé, rien. J'ai fini par laisser tomber. Je n'avais pas les moyens de me payer un avocat contre eux. Moi, c'est 8 000, ajouta Alain, le peintre. Ils ont prétexté des malfaçons imaginaires pour ne pas payer la dernière facture. J'étais dégoûté. J'ai une famille à nourrir. Leurs témoignages s'ajoutaient aux miens, tissant la toile d'un système de prédation bien huilé. Bernard et son cousin utilisaient de petits artisans, des gens passionnés par leur travail mais vulnérables sur le plan juridique, pour construire leur fortune. Jean-Pierre tapa du poing sur la table, faisant sursauter les verres. C'est terminé. La fille d'Antoine a le carnet. Elle a les preuves. Et maintenant, elle nous a, nous. Il se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une lueur combative. On va monter un dossier en béton, Chloé. On va leur faire regretter d'être nés. Il te faut un avocat. Un requin. Et j'ai exactement le nom qu'il te faut. Ce soir-là, en quittant le restaurant, je ne me sentais plus comme une fille en deuil cherchant à venger son père. J'étais la représentante d'une cause. J'étais le porte-voix de ces hommes justes et travailleurs que l'on avait tenté de réduire au silence. Un Conseil des justes s'était formé dans l'ombre, uni par le respect pour la mémoire d'Antoine Lambert et par une soif commune de justice. La peur avait changé de camp. Je n'étais plus la proie. J'étais devenue la chasseresse. Le cabinet de maître Valérie Lefebvre était situé sur le prestigieux boulevard des Belges, face au parc de la Tête d'Or. Tout ici respirait le succès et le pouvoir, parquet en point de Hongrie, mobilier design et œuvres d'art contemporain au mur. Maître Lefebvre elle-même était à l'image de son environnement. La quarantaine élégante, vêtue d'un tailleur-pantalon impeccable, elle avait un regard d'acier qui semblait capable de lire à travers les faux-semblants. C'était le « requin » que Jean-Pierre m'avait promis. Je m'étais préparé pour cet entretien comme pour un examen. J'avais apporté une copie du carnet de mon père, les témoignages écrits de Monsieur Girard et d'Alain Dubois, et un résumé chronologique des événements. Je ne suis pas venu en victime éplorée, mais en mandataire d'une cause. Elle m'écouta sans m'interrompre, ses doigts fins appotant doucement un stylo en argent sur son bloc-notes. Elle ne prenait aucune note, mais je sentais que son esprit enregistrait, analysait et classifiait chaque information. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un long moment, feuilletant les pages du carnet de mon père. Finalement, elle releva la tête et un mince sourire, aussi tranchant qu'un scalpel, se dessina sur ses lèvres. « Mademoiselle Lambert, dit-elle d'une voix calme et mesurée, votre père n'était pas seulement un artisan. C'était un archiviste d'une rigueur redoutable. Ce carnet, ce n'est pas de l'or en barre. C'est du platine. » Elle se leva et se mit à arpenter son bureau, comme un général planifiant une bataille. La situation est fascinante. Nous avons 2 fronts distincts, qui, s'ils sont joués intelligemment, vont se renforcer mutuellement pour créer un étau parfait. Elle s'arrêta et me pointa son stylo. Front numéro 1, l'attaque personnelle. Le vol de la montre. C'est notre levier émotionnel et pénal. C'est sale, c'est familial, et c'est ce qui va les déstabiliser. Ils s'attendront à une confrontation sur ce terrain. Ils penseront que c'est une simple querelle de famille, une histoire de gros sous. Nous allons les laisser mariner dans cette idée. Elle reprit sa marche. Front numéro 2, l'attaque professionnelle. C'est là que nous les anéantirons. L'affaire Lambert Construction. Ce n'est plus votre parole contre la leur. C'est le carnet méticuleux de votre père, corroboré par les témoignages d'autres victimes. C'est un schéma de fraude. C'est ce qui menace leur réputation, leurs affaires, leur château de cartes tout entier. Et c'est de ce côté-là qu'ils ne nous attendent pas. Je la regardais, fascinée par la clarté et la froideur de sa stratégie. J'étais venu chercher une avocate, j'avais trouvé une stratège de guerre. Alors, voici le plan, continua-t-elle en revenant s'asseoir. Étape 1, le silence. Vous ne faites rien.
Vous continuez à jouer votre rôle de fille triste et perdue. Laissez-les se sentir en sécurité. Laissez-les penser qu'ils ont gagné. Étape 2, nous préparons l'offensive en coulisses. Je vais rédiger une mise en demeure pour le remboursement de la montre, que nous n'enverrons pas tout de suite. Simultanément, je vais préparer une assignation en justice contre Lambert Construction au nom de la succession de votre père et de messieurs Girard et Dubois, pour pratiques commerciales frauduleuses et abus de confiance. Nous allons rassembler toutes les preuves. Étape 3, la détonation. Nous choisirons le moment parfait pour frapper. Un moment où ils seront vulnérables, où l'impact sera maximal. Et nous frapperons sur les deux fronts en même temps. Elle se pencha vers moi, son regard intense. Votre rôle, Chloé, est le plus difficile. Vous devez tenir. Vous devez continuer à vivre sous le même toit que ces gens, à leur sourire, tout en sachant ce que vous savez. Vous devez être une actrice parfaite. En êtes-vous capable? Je pensais à mon père, à son honneur bafoué. Je pensais à Jean-Pierre, à Monsieur Girard, à Alain Dubois. Je pensais à cette colère froide qui s'était installée en moi. Oui, ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. J'en suis capable. En quittant son bureau, je me sentais transformée. Le chagrin était toujours là, mais il n'était plus un poids. Il était devenu un carburant. Maître Lefebvre m'avait donné une feuille de route, une stratégie. Elle avait transformé ma quête de justice en une opération chirurgicale. Et j'allais en être l'instrument principal. Les 2 semaines qui suivirent furent les plus longues de ma vie. Chaque jour était un exercice de maîtrise de soi. Je vivais dans une sorte de brouillard théâtral, jouant le rôle de la fille accablée par le chagrin. Je soupirais au repas, je déclinais les invitations à sortir, j'avais des cernes que je n'avais même pas besoin de forcer. L'ambiance à la maison était étrange. Ma mère me couvait d'une sollicitude mielleuse, me préparant des tisanes et me suggérant de passer à autre chose. Bernard, quant à lui, m'ignorait la plupart du temps, me traitant avec la condescendance qu'on réserve à un enfant qui fait un caprice. Ils étaient convaincus d'avoir gagné. Leur erreur fut de sous-estimer ma patience. Le piège fut tendu par ma mère elle-même, sans qu'elle s'en doute. Chloé, ma chérie, me dit-elle un soir, dimanche, nous organisons un petit déjeuner de famille. Ta tante Hélène sera là. J'aimerais vraiment que tu te joignes à nous. Il faut que tu te changes les idées. Tante Hélène. La sœur de ma mère. La reine du « il faut faire des efforts » et du « la famille, c'est sacré ». C'était parfait. Ils allaient réunir le tribunal au complet pour me juger. J'ai accepté avec une docilité étudiée. C'est une bonne idée, maman. Tu as raison. Le dimanche matin, le salon était baigné d'une lumière faussement joyeuse. Delphine était là, rayonnante, parlant à tue-tête de ses projets révolutionnaires. Elle portait un nouveau sac à main qui valait probablement le salaire de 2 mois de mon travail. Bernard paradait, et tante Hélène, ma tante, me pinça la joue en disant « Alors, ma pauvre petite, on se remet de ses émotions ?» Je me suis assise et j'ai attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Après les banalités d'usage, ce fut ma tante qui lança l'offensive, comme prévu. « Écoute, Chloé, commença-t-elle d'un ton mielleux, ta mère m'a tout raconté. C'est une histoire terrible, bien sûr. Perdre un objet de son père, c'est toujours triste. Mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. La vie continue. Et puis, entre nous, ce n'était qu'une montre. Un objet matériel. Je sentis le sang monter à mes joues, mais je gardai mon calme. Je me contentais de hocher la tête. Enhardi par mon silence, Bernard enchaîna. Hélène a raison. Et puis, il faut être réaliste. Ton père, que son âme repose en paix, était un homme simple. Il n'aurait jamais voulu que tu t'accroches comme ça au passé. Il faut regarder vers l'avenir. Comme Delphine. Elle construit quelque chose. Elle a une vision. Et ce fut au tour de Delphine, le coup de grâce, pensait-elle. Elle posa sa tasse avec un bruit sec et me regarda avec un mélange de pitié et d'arrogance. Franchement, Chloé, c'est toi qui es égoïste dans cette histoire. Tu es assise sur des trésors, des vieilleries qui ne servent à rien et qui prennent la poussière, pendant que des gens avec de l'ambition,
comme moi, ont besoin de ressources pour créer de la valeur, des emplois. J'allais te rembourser, et même au centuple. Mais tu n'as aucune vision, tu es comme ton père, bloqué dans le passé avec tes tas de ferraille. Un silence glacial s'installa. Un tas de ferraille. Elle avait osé. Ma mère posa sa main sur la mienne. Delphine est un peu directe, mais ce qu'elle dit n'est pas entièrement faux, ma chérie. Parfois, il faut savoir sacrifier un souvenir pour construire un avenir. C'est ça, être une famille. S'entraider. J'ai lentement retiré ma main de la sienne. J'ai regardé chacun d'entre eux, un par un, gravant leur visage suffisant dans ma mémoire. Le piège était parfait. Ils y étaient tous tombés, la tête la première. J'ai pris une profonde inspiration. Le moment était venu. L'actrice allait quitter la scène. Un tas de ferraille, ai-je répété d'une voix blanche, dénuée de toute émotion. C'est intéressant comme point de vue. Surtout pour un tas de ferraille qui a été estimé à 30 000 €. Le sourire de Delphine se figea. Et sacrifier un souvenir pour construire un avenir. Continuai-je en me tournant vers ma mère. Est-ce que ça inclut de voler dans la chambre de sa propre fille? Le visage de ma mère devint cireux. Parce que nous devrions peut-être cesser de parler de cette disparition mystérieuse. Parlons plutôt du dépôt effectué par Delphine Morin au Mont-de-Piété, au Juste Poids, mardi dernier, pour une somme de 25 000 €. Le silence dans la pièce était total, si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Tante Hélène ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Bernard me foudroyait du regard, toute sa bonhomie évaporée. Le piège venait de se refermer. Le silence qui s'était abattu sur le salon était une entité vivante, lourde et suffocante. Les masques étaient tombés. Le visage de Delphine était passé de l'arrogance à une pâleur livide. Ma mère semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes, ses lèvres tremblotantes cherchant des mots qui ne venaient pas. Seul Bernard tentait de conserver une contenance, mais la veine qui battait à sa tempe trahissait sa fureur. « De quoi parles-tu » siffla-t-il, sa voix basse et menaçante. « Tu racontes n'importe quoi. Tu es en plein délire. » Je l'ai regardé avec un calme qui semblait le déconcerter plus que des cris. « Un délire ? Vraiment ? Monsieur Dubois, le propriétaire, se souvient très bien de Delphine. Il se souvient aussi très bien de mon père. C'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a appelé. Il trouvait étrange que l'on se sépare d'un tel tas de ferraille avec autant de légèreté. Je me suis tourné vers Delphine, qui était maintenant recroquevillée sur le canapé, comme si elle voulait disparaître. Alors, Delphine, comment se passe le lancement de ta start-up ? 25 000 €, c'est une belle mise de départ. J'espère que tu as bien investi. Dans un logo, peut-être ? Ou dans ce joli sac que tu portes aujourd'hui ? Elle éclata en sanglots, des pleurs bruyants et théâtraux. Papa ! Dis-lui d'arrêter. Ma mère se reprit enfin. Chloé, ça suffit. C'est ta sœur. Il y a eu une erreur, un malentendu. Nous allions te le dire. Me le dire, ai-je rétorqué, ma voix montant d'un cran pour la première fois. Quand ? Après avoir dépensé tout l'argent ? Après m'avoir regardé pleurer pendant 2 semaines en me traitant de folle ? Cesse de me prendre pour une idiote. Assez, tonna Bernard en se levant d'un bond. Il me pointa un doigt accusateur. Très bien. Tu sais. Et alors ? C'est fait. L'argent est investi. Tu ne peux rien y faire. C'est une affaire de famille, et ça restera en famille. Tu ne vas quand même pas créer un scandale pour une vieille breloque. Je me suis levé à mon tour, lui faisant face. Nous étions à quelques mètres l'un de l'autre, 2 adversaires dans une arène. Tu as raison sur un point, Bernard. Ce n'est plus une affaire de famille. Et ce n'est plus seulement l'histoire d'une montre. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai ouvert mes emails et j'ai lu à voix haute, lentement, chaque mot comptant. J'ai passé un peu de temps avec une avocate cette semaine. Une femme charmante, maître Valérie Lefebvre. Elle est très intéressée par votre sens des affaires. Je fis une pause, savourant l'impact de mes mots. Elle est particulièrement fascinée par un vieux carnet que mon père a laissé. Un carnet où il notait tout.
Par exemple, une dette de 35 000 € de la part d'une société nommée Lambert Construction. Ça te dit quelque chose, Bernard? Le visage de Bernard se décomposa. La couleur quitta ses joues. Il savait. Maître Lefebvre, continuai-je, ma voix aussi tranchante que du verre pilé, est actuellement en contact avec Monsieur Marc Lambert. Mais aussi avec un certain Monsieur Girard, plâtrier, et un certain Alain Dubois, peintre. Le terme exact qu'elle a utilisé ce matin dans son dernier email est « préparation d'une action collective en justice pour fraude organisée et abus de confiance ». Je relevai les yeux de mon téléphone et je le fixai. Alors, tu vois, Bernard, il ne s'agit plus de ma montre. Il ne s'agit plus de ton argent ou des rêves de pacotille de ta fille. Il s'agit du respect. Le respect que vous n'avez jamais eu pour le travail d'un homme honnête. Le respect que vous n'avez jamais eu pour sa mémoire. Je l'ai regardé, lui, puis ma mère, recroquevillée et silencieuse, et Delphine, qui pleurait pour elle-même. Vous avez déclenché une guerre en pensant voler une simple bataille. Et c'est une guerre que vous ne pouvez pas gagner. J'ai posé mon téléphone sur la table. Le son du plastique heurtant le bois fut le seul bruit dans la pièce. C'était le son d'un roi qui tombe. Échec et mat. Ce qui s'est passé ensuite fut rapide, brutal et d'une logique implacable. Mon coup de poker n'était pas un bluff. Maître Lefebvre, fidèle à sa réputation de requin, avait déjà commencé à manœuvrer en coulisses. La simple mention d'une action collective, portée par des preuves aussi solides que celles contenues dans le carnet de mon père, a agi comme un détonateur. Le premier domino à tomber fut Marc Lambert. Confronté par Maître Lefebvre, qui lui présenta une copie des notes détaillées de mon père ainsi que les témoignages des autres artisans, il comprit que sa réputation était en jeu. Un procès public pour fraude aurait été dévastateur. Pour sauver sa propre peau, il n'a pas seulement accepté de rembourser les 35 000 € dus à la succession de mon père, ainsi que les dettes de Girard et d'Alain. Il a fait plus. Il a fourni à mon avocate des documents internes, des emails, prouvant que Bernard était non seulement au courant de ses pratiques, mais qu'il en était souvent l'instigateur, touchant des commissions occultes pour lui rabattre des artisans, faciles à duper. Il a sacrifié son cousin pour éviter le naufrage. La chute de Bernard fut spectaculaire. Armé des aveux de Lambert, Maître Lefebvre n'a même pas eu besoin d'aller au procès. La menace de poursuite pénale pour complicité de fraude et d'extorsion a suffi. Les partenaires d'affaires de Bernard, flairant le danger, se sont désolidarisés les uns après les autres. Sa banque, alertée par les rumeurs, a réévalué ses lignes de crédit et a commencé à exiger le remboursement de prêts qu'il n'était plus en mesure de couvrir. Son château de cartes, construit sur l'intimidation, le mensonge et l'argent des autres, s'est effondré en quelques semaines. Il a dû vendre l'appartement luxueux, la voiture de sport, tout ce qui constituait son vernis de respectabilité. La faillite n'était plus une question de si, mais de quand. Et Delphine? Son « empire de la mode éthique » s'est évaporé comme une flaque d'eau au soleil. Les 25 000 € avaient été dilapidés en un temps record. J'ai appris plus tard les détails, sordides et pathétiques. Location d'un bureau prestigieux dans le Triangle d'Or de Lyon pour un mois, qu'elle n'a presque jamais occupé. Création d'un logo par une agence de communication hors de prix. Achat de plusieurs sacs à main de grandes marques pour soigner son image de créatrice. Et un voyage à Dubaï pour trouver l'inspiration. Aucun prototype n'avait été créé, aucune matière première n'avait été commandée. Il n'y avait jamais eu de projet. Il n'y avait que le désir d'en avoir l'air. Lorsque la source d'argent s'est tarie, elle s'est tournée vers son père, en pleurs, réclamant plus. Mais Bernard, lui-même aux abois, l'a rejeté avec une violence inouïe. Fiche le camp. C'est toi et tes idées stupides qui ont mis le feu aux poudres. Le prédateur blessé se retournait contre sa propre progéniture. L'ironie finale me fut rapportée par mon amie Sophie, qui suivait Delphine sur les réseaux sociaux par curiosité malsaine. Delphine y postait des messages larmoyants sur la trahison familiale, se plaignant que personne ne croyait en ses rêves, et que les esprits créatifs sont toujours incompris. Elle se posait en victime, incapable de voir que le seul artisan de sa chute était son propre vide. Pendant ce temps, ma vie prenait une direction opposée. L'argent récupéré des dettes, ajouté au fond des titres aux porteurs,
m'a donné une liberté que je n'avais jamais osé imaginer. La première chose que j'ai faite a été de quitter l'appartement familial, cet endroit devenu un théâtre de mensonges. J'ai loué un petit local dans le quartier des artisans de la Croix-Rousse, un atelier avec un logement à l'étage. Un endroit à moi. J'ai récupéré la montre chez Monsieur Dubois. Il me l'a remise avec un sourire. Votre père serait fier de vous, Chloé. Très fier. En la passant à mon poignet, j'ai senti que ce n'était pas seulement un objet que je récupérais. C'était ma dignité. 6 mois s'écoulèrent. 6 mois pendant lesquels j'ai construit ma nouvelle vie, brique par brique. Mon petit atelier de restauration était devenu mon havre de paix et mon gagne-pain. La nouvelle de la déconfiture de Bernard et des raisons qu'il avait provoquées s'était répandue comme une traînée de poudre dans le petit monde des artisans lyonnais. Le carnet de mon père, et la justice que j'avais obtenue, m'avaient valu un respect inattendu. Les commandes affluaient, non seulement par besoin, mais aussi par solidarité. Je me sentais enfin à ma place, alignée avec les valeurs que mon père m'avait transmises. J'avais coupé les ponts. Après le déjeuner du dimanche, je n'avais plus échangé un mot avec eux. J'avais simplement fait mes valises et j'étais partie, laissant derrière moi un message pour ma mère lui indiquant que je la contacterais quand je serais prête. Je ne l'étais toujours pas. Et puis, un soir de novembre, alors que je fermais l'atelier, on a sonné à ma porte. Mon cœur a raté un battement. Je n'attendais personne. À travers l'interphone, une voix que je reconnus à peine, cassée et hésitante. Chloé. C'est maman. Je suis restée figée, la main sur le bouton. Une partie de moi voulait ignorer, prétendre que je n'étais pas là. Mais la curiosité, et peut-être un reste de pitié, fut plus forte. J'ai ouvert. Elle se tenait sur le seuil, sous la lumière crue du porche. L'image était saisissante. Fini les tailleurs chics, les bijoux discrets mais coûteux, le brushing impeccable. Elle portait un manteau usé, un foulard quelconque cachant ses cheveux en désordre. Elle avait l'air perdue, diminuée. Elle tenait un petit sac de voyage à ses pieds. Bernard est parti, dit-elle sans préambule, sa voix plate. Il y a une semaine. Il a vidé le reste des comptes et il est parti à l'étranger. Thaïlande, je crois. Il m'a laissé avec les dettes et un avis d'expulsion. Ils ont changé les serrures ce matin. Je n'ai nulle part où aller. Elle me regardait, ses yeux autrefois si critiques et distants, maintenant remplis d'une supplique nue. C'était le test final. Le moment de vérité. Je l'ai fait entrer. Pas dans mon appartement, pas dans mon espace de vie. Dans l'atelier. Je lui ai offert une chaise au milieu des meubles à moitié restaurés et des odeurs de bois et de solvant. Je lui ai servi un verre d'eau, créant une distance entre nous. Elle s'est mise à pleurer. Des larmes silencieuses au début, puis des sanglots qui secouaient tout son corps. Et avec les larmes, les mots sont venus, un torrent de justification, de regrets et de manipulation. Je suis désolée, Chloé. Tellement désolée. J'ai été aveugle. Bernard m'avait ensorcelée. Il me faisait me sentir importante, tu comprends? Après la mort de ton père, je me sentais si seule, si ordinaire. Il m'a offert un monde de paillettes. J'ai été stupide. Elle a essayé de prendre ma main, mais je l'ai retirée doucement. Je n'aurais jamais dû te laisser faire ça. J'ai trahi la mémoire de ton père. J'ai trahi ma propre fille. Mais je suis ta mère, Chloé. Ta seule famille. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Je n'ai plus rien. Je l'ai écoutée jusqu'au bout, sans l'interrompre. J'ai laissé le flot de ses paroles s'épuiser. Quand elle a finalement relevé la tête, le visage ravagé par les larmes, attendant ma réponse, ma sentence, j'ai pris une profonde inspiration. La colère était partie. La haine aussi. Il ne restait qu'une tristesse infinie et une clarté absolue. Je ne te laisserai pas à la rue, ai-je dit, ma voix calme et ferme. Ce ne serait pas digne de l'éducation que papa m'a donnée. Un éclair d'espoir a traversé son regard. Je vais te louer un petit studio meublé pour 3 mois, ai-je continué. Je paierai la caution et les premiers loyers. Je te donnerai aussi de quoi faire des courses pour commencer. C'est tout. Son visage s'est décomposé. Mais, après?
Après, tu devras te débrouiller. Comme moi, j'ai toujours dû le faire. Tu trouveras un travail. Tu reconstruiras ta vie. Il n'y aura pas d'argent pour le luxe, pas de seconde chance pour la confiance que tu as brisée. Il n'y aura plus de place pour toi dans ma vie, maman. Pas comme avant. Elle me regarda, incrédule. Tu me punis. Non, ai-je répondu, et c'était la vérité la plus profonde que j'ai jamais prononcée. Je me protège. Il y a une différence. Tu m'as appris, à tes dépens, que la confiance est une chose fragile. Une fois qu'elle est brisée, elle ne se répare pas. On peut mettre des rustines, mais elle ne sera jamais plus la même. Je me suis levée. Ce que je fais pour toi, c'est de la décence. Ce n'est pas du pardon. Le pardon, je ne sais pas si j'en serai capable un jour. Je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte. L'heure des comptes était terminée. Je n'avais pas crié, je n'avais pas insulté. J'avais simplement posé une frontière, une limite saine et infranchissable entre son chaos et ma paix. Et en fermant la porte derrière elle, j'ai senti le dernier poids se détacher de mes épaules. J'étais enfin, et complètement, libre. L'hiver laissa place au printemps. Les marronniers du boulevard de la Croix-Rousse se couvrirent de bourgeons, puis de feuilles d'un vert tendre. Mon atelier, autrefois un simple lieu de travail, était devenu le cœur de mon univers. La lumière y était belle, les journées rythmées par le travail du bois, la musique classique à la radio et les conversations avec les clients qui me confiaient leurs trésors abîmés. Ma décision concernant ma mère avait été une ligne de partage des eaux. Ce n'était pas une vengeance, mais un acte de préservation de soi. Je lui avais trouvé ce studio, comme promis. Je savais par des chemins détournés qu'elle avait fini par trouver un petit emploi de vendeuse dans une boutique de vêtements. Notre relation, si on pouvait encore l'appeler ainsi, se limitait à un virement bancaire mensuel de ma part, une somme modeste pour l'aider à joindre les deux bouts, et un court message de sa part pour en accuser réception. Pas de téléphone, pas de visite. C'était une paix triste, une distance nécessaire. Je comprenais que je ne pourrais jamais la guérir de ses propres failles, et que tenter de le faire me détruirait. L'héritage de mon père, ce n'était pas seulement de l'argent ou des biens, c'était aussi cette leçon: on ne peut sauver les gens d'eux-mêmes. Un après-midi, alors que je travaillais sur une marqueterie complexe, un jeune homme est entré dans l'atelier. Il s'appelait Léo, il avait à peine 20 ans, les yeux brillants d'une passion brute. Il voulait devenir ébéniste d'art, mais ne savait pas par où commencer. Il me rappela quelqu'un. Il me rappela mon père, jeune. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Je lui ai montré mes outils, je lui ai expliqué les techniques. J'ai vu dans son regard la même flamme qui m'animait. À la fin de notre conversation, j'ai pris une décision. Écoute, Léo. Je ne suis pas un grand maître, mais j'ai un peu d'expérience. Si ça t'intéresse, tu peux venir ici après tes cours. Tu m'aideras, tu observeras. Tu apprendras. Je ne peux pas te payer beaucoup, mais je peux te transmettre ce que je sais. Son visage s'illumina d'une joie si pure qu'elle me réchauffa le cœur. Il accepta avec une gratitude qui me toucha profondément. Ce soir-là, après son départ, je suis restée seule dans le silence de l'atelier. La montre Breguet était posée sur mon poignet. Son tic-tac était un son familier et réconfortant, le rythme constant d'un temps qui m'appartenait à nouveau. Je l'ai regardée. Elle était magnifique, un chef-d'œuvre d'horlogerie, un lien tangible avec mon passé, avec mon père et mon grand-père. Mais je savais maintenant que sa vraie valeur n'était pas dans son or ou ses rouages. Sa vraie valeur, c'était la leçon qu'elle m'avait enseignée. Le temps. Le temps est la seule monnaie que nous possédons vraiment. On peut nous voler de l'argent, des objets, des illusions. Mais le temps que l'on choisit de vivre pour soi, le temps que l'on consacre à se construire, à se respecter, celui-là est inaliénable. Mon père m'avait laissé le temps. Le temps de grandir, le temps de comprendre, le temps de me battre. Et maintenant, à mon tour, je transmettais quelque chose. Pas un objet, mais un savoir, une passion. En enseignant à Léo, je sentais que je bouclais une boucle. Je n'étais plus seulement la gardienne de la mémoire de mon père, j'étais devenue un maillon de la chaîne, une passeuse. L'héritage, ce n'était pas ce qu'on reçoit, mais ce qu'on fait de ce qu'on a reçu. J'ai souri, seule dans mon atelier.
Le son du tic-tac de la montre se mêlait au bruit lointain de la ville qui s'endormait. C'était le son de ma vie, une vie que j'avais reprise en main, une vie qui avait enfin trouvé son propre tempo, juste et vrai. Et c'était, de loin, le plus précieux de tous les trésors.